Parmi les 4 enfants de la reine Élisabeth, la relation entre la princesse Anne et le roi Charles III est peut-être la plus intrigante. Ils ne sont pas aussi controversés que le prince Andrew, ni aussi discrets que le prince Edward. Pourtant, entre Anne et Charles, il existe un lien à la fois fort et mystérieusement retenu. Dès leur enfance, ils ont grandi côte à côte sous la lumière éblouissante de la royauté, témoins de la discipline stricte de leur mère et du poids invisible que la couronne a placé sur les épaules de l'aîné. Anne a souvent été considérée comme la seule personne de la famille capable de parler franchement à Charles sans craindre de le blesser. Les deux sont fréquemment aperçus en train de partager des conversations privées lors d'événements royaux, le regard d'Anne vers son frère témoignant à la fois de sympathie et de compréhension. Mais derrière cette façade calme, la princesse Anne a récemment révélé une vérité profondément personnelle et choquante. Les luttes cachées que le roi Charles a endurées pendant de nombreuses années, tant pendant son temps comme prince de Galles qu'après son accession au trône, sa confession a laissé beaucoup de gens se demander si le monde connaît vraiment l'homme derrière la couronne. Selon vous, quel est le secret que le roi Charles a été forcé de cacher toute sa vie? Anne s'était tenue sous les ordres de sa mère pendant certains des jours les plus sombres de la couronne, inébranlable et sereine. Pourtant, ce jour-là, des témoins l'ont décrite comme visiblement secouée, essuyant des larmes dans un couloir isolé, à l'abri des regards du public. Ceux qui l'ont vue n'ont pas osé parler au début, mais les chuchotements se sont répandus rapidement. En quelques heures, la spéculation s'est propagée comme une traînée de poudre au sein du personnel du palais. Quelque chose de monumental venait de se produire. Les témoignages oculaires ont brossé un tableau saisissant. Anne avait reçu un document confidentiel quelques instants avant sa crise émotionnelle. Un assistant a affirmé qu'elle était sortie d'une chambre privée, pâle et sans voix, serrant la lettre comme si elle portait le poids de la monarchie elle-même. Les fonctionnaires du palais se sont empressés de maîtriser la situation, verrouillant les couloirs, faisant taire le personnel et s'assurant qu'aucune caméra ne se trouvait à proximité. L'environnement contrôlé habituel s'était fissuré, révélant un rare aperçu de la vulnérabilité royale. Dans les coulisses, les chuchotements se sont amplifiés. Certains ont suggéré que Charles cachait une lutte personnelle depuis des mois, tandis que d'autres ont fait allusion à des implications politiques qui pourraient se répercuter sur la ligne de succession. Les hauts courtisans, vétérans des crises passées, ont comparé la tension aux suites immédiates de la mort de Diana. Un moment où la monarchie s'est retrouvée au bord de l'incertitude, ne sachant pas si la foi du public tiendrait. Ce n'est pas seulement le spectacle d'Anne en larmes qui les a surpris. C'était le moment choisi. Quelques jours seulement avant un événement royal majeur, une telle éruption émotionnelle signalait quelque chose de bien plus grave qu'un simple drame de palais. La réaction d'Anne n'était pas seulement le chagrin d'une sœur. C'était un signal d'alarme silencieux, avertissant de quelque chose de caché, quelque chose qui avait finalement fait surface après avoir été enfoui pendant bien trop longtemps. Son silence à la suite de l'événement n'a fait qu'intensifier les spéculations. Elle a évité les apparitions publiques, a annulé un engagement prévu sans explication et s'est retirée dans des espaces familiaux privés. Pour quelqu'un d'aussi consciencieux et discipliné qu'Anne, un tel comportement était presque sans précédent. Les personnes les plus proches de la couronne ont compris. Si Anne était ébranlée, cela signifiait que les fondations elles-mêmes avaient bougé. Elle avait toujours été le stabilisateur, celle qui gardait les émotions derrière des portes verrouillées. Mais maintenant, la personne même qui représentait une détermination inébranlable avait été visiblement brisée par une seule révélation. Qu'est-ce qui a pu causer cela? Quelle vérité était si explosive que même la princesse Anne, le pilier incassable, n'a pas pu retenir ses larmes? Pour comprendre pourquoi Anne s'est effondrée si soudainement, nous devons revenir à une série de réunions secrètes, d'avertissements chuchotés
et à une vérité que Charles a enfouie profondément dans les murs du palais de Buckingham. Bien avant les larmes d'Anne, les couloirs royaux bruissaient de rumeurs. Les conseillers ont remarqué que Charles se repliait sur lui-même, son attitude autrefois confiante étant remplacée par des remarques énigmatiques et des disparitions soudaines de réunions clés. Quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait poser de questions. C'est au cours de ces semaines obscures qu'une chaîne de décisions a été prise, qui allait plus tard briser le cœur émotionnel de la famille royale. À huis clos, Charles a commencé à changer d'une manière qui a déconcerté ses proches. Des initiés l'ont décrit comme hanté, un homme accablé par quelque chose qu'il refusait de nommer. Son emprise autrefois ferme sur les affaires royales a commencé à se relâcher. Les réunions qu'il avait l'habitude de diriger avec une autorité tranquille sont devenues plus courtes, plus distraites. Il s'excusait brusquement, laissait des conversations inachevées et se retirait dans ses quartiers privés pendant de longues périodes. L'homme qui avait passé sa vie à se préparer à diriger semblait maintenant piégé dans un labyrinthe de ses propres pensées. Ceux qui l'entouraient échangeaient des regards inquiets, chacun conscient mais peu disposé à affronter l'ombre grandissante. Pendant que le palais dormait, de faibles lumières brûlaient tard dans la nuit. Du bureau privé de Charles, les courtisans chuchotaient à propos des longues heures. Les bruits de pas agités, le froissement de papier bien après minuit. Ce qui se passait exactement à l'intérieur de ces murs est devenu un sujet de spéculation silencieuse. Certains pensaient qu'il préparait une manœuvre politique audacieuse, d'autres sentaient quelque chose de bien plus personnel, un poids inexprimé qui pesait sur lui. Ces veillées nocturnes ont marqué le début d'un effondrement silencieux, une lente descente loin de l'image publique d'un contrôle qu'il avait si soigneusement maintenu. Anne, toujours la sœur vigilante, a remarqué le changement immédiatement. Contrairement aux autres, elle ne s'est pas fiée au chuchotement. Elle est allée droit à lui. Dans un rare moment de confrontation privée, elle a pressé Charles de répondre, exigeant de connaître la source de sa distance, mais il a répondu par des esquives, offrant de vagues assurances qui n'ont fait qu'approfondir son inquiétude. Ses yeux, habituellement vifs et autoritaires, évitaient les siens. Cette seule interaction a appris à Anne plus que n'importe quel document ne pourrait le faire. Quelque chose de grave était caché, et même elle en était tenue à l'écart. Pendant ce temps, la reine Camilla s'est subtilement interposée entre Charles et quiconque essayait de creuser trop profondément. Elle a agi comme un bouclier, contrôlant l'accès à lui sous le prétexte de protéger sa concentration. Anne s'est retrouvée à plusieurs reprises bloquée par les déviations douces mais fermes de Camilla. Leur relation déjà complexe a commencé à se fracturer davantage, la suspicion s'insinuant dans chaque échange poli. La confiance entre les deux femmes, fragile au mieux, a commencé à se briser derrière les murs du palais. Les rumeurs se sont intensifiées. Le personnel chuchotait à propos d'une crise personnelle qui se déroulait discrètement au cœur de la monarchie. Certains parlaient de confessions émotionnelles faites à un assistant de confiance. D'autres faisaient allusion à des dossiers médicaux verrouillés, accessibles uniquement à quelques élus. Chaque conversation dans le couloir se terminait de la même manière, dans le silence. Les yeux errants, les voix baissées. Personne ne voulait être celui qui parlait trop fort de la tempête qu'il sentait venir. Alors qu'Anne rassemblait ces fragments, son instinct lui disait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un laps de temps momentané. Il y avait une intention derrière le retrait de Charles, une décision qui se tramait en secret. Son malaise grandissait chaque jour, alimenté par le contrôle discret de Camilla et la distance croissante de Charles. C'était comme si le palais lui-même avait commencé à retenir son souffle, attendant que quelque chose d'inévitable se produise. Mais les chuchotements ont vite cédé la place à l'action lorsqu'un document inattendu a fait surface, forçant Anne à creuser plus profondément que jamais.
Cachée au plus profond des archives royales, se trouvait une lettre que personne n'était censé trouver. Elle portait la propre écriture de Charles, scellée du sceau royal et datée de plusieurs mois auparavant. Lorsque l'assistant le plus proche d'Anne est tombé dessus, il a immédiatement senti son potentiel explosif. Ce n'était pas une lettre cérémonielle. C'était une confession, une chronique écrite de peur, de regret et d'un plan qui pourrait ébranler la monarchie en son cœur. Tout a commencé lors des préparatifs de routine d'un événement royal à venir. Le personnel passait au peigne fin les documents archivés pour sélectionner des objets d'importance historique à exposer. Au milieu de registres poussiéreux et de correspondances oubliées, un assistant a découvert une simple enveloppe avec un sceau officiel qui ressortait comme un piège caché, attendant d'être déclenché. Le document n'était pas catalogué ni stocké dans aucune des sections officielles où les communications royales étaient généralement conservées. Il était rangé entre des dossiers anodins, presque comme si quelqu'un avait délibérément essayé de l'enfouir sans le détruire. L'assistant, loyal à Anne et conscient des récentes tensions au sein du palais, a décidé de le lui transmettre discrètement, en contournant les voies bureaucratiques habituelles. Lorsqu'Anne a reçu l'enveloppe, son instinct s'est aiguisé. Elle a immédiatement reconnu l'écriture de Charles, non pas l'écriture formelle soigneusement rédigée utilisée pour les affaires publiques, mais le gribouillis brut et inégal d'un homme écrivant en isolement. Le sceau était intact. Il n'était pas destiné à elle, ni à aucun conseiller officiel. L'ouvrir n'était pas seulement un acte de curiosité. C'était un pas dans un territoire dangereux, un pas qui pourrait modifier tout le cours de la dynamique de pouvoir interne de la famille. Le contenu de la lettre l'a stupéfaite. Il ne s'agissait pas d'un projet de politique ou d'une note de cérémonie. C'était un épanchement intime d'émotions, quelque chose d'entièrement en contradiction avec le personnage public de Charles. Il écrivait sur des nuits blanches, sur les attentes écrasantes de son rôle et sur un sentiment croissant d'être piégé dans une position qui ne correspondait plus à sa réalité privée. Entrelacées à ses confessions, figuraient des indications d'une décision qu'il avait déjà prise. Une décision qui contournerait les consultations traditionnelles, éviterait les conseillers principaux et laisserait Anne Penn, sa sœur la plus fidèle, complètement dans l'ignorance. C'était à la fois un appel à l'aide et un plan de changement dissimulé sous des couches de formalité royale. Anne a lu et relu la lettre, essayant de donner un sens à ses implications. Elle faisait allusion à des luttes émotionnelles qu'elle n'avait soupçonnées que jusqu'à présent, confirmant les craintes qui avaient grandi pendant ces semaines de chuchotement. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était le courant politique sous-jacent tissé dans le texte. Il y avait des références à la succession, au timing, aux discussions avec des individus en dehors des canaux royaux habituels. Ce n'était pas seulement un désespoir personnel. C'était une manœuvre silencieuse et délibérée qu'il avait déjà mise en branle. La gravité de la situation pesait lourdement sur elle. Il ne s'agissait plus de rumeurs ou de conversations évasives. Elle tenait une preuve entre ses mains, la preuve de décisions prises en secret qui pourrait bouleverser l'image soigneusement entretenue de la monarchie. Anne, qui avait passé sa vie à protéger l'institution avec une loyauté inébranlable, se trouvait maintenant à la croisée des chemins. Elle pouvait rester silencieuse et risquer d'être complice, ou elle pouvait confronter Charles directement et forcer la vérité à éclater. Il n'y a pas eu d'hésitation. Elle a fait son choix avec la lettre bien en sa possession. Anne se prépara à affronter son frère de front. Les murs du palais avaient gardé des secrets pendant des siècles, mais cette fois, la vérité était trop explosive pour rester cachée. Sa confrontation allait déclencher une réaction en chaîne, qui allait lever le voile sur les secrets les mieux gardés de Charles. La réunion était censée être privée, juste Anne et Charles. Mais en quelques minutes, les voix fortes résonnèrent dans le couloir. Pour la première fois,
La princesse Anne, d'habitude si disciplinée, laissa éclater ses émotions. Elle exigea des réponses au sujet de la lettre, du secret qu'il cachait et de la raison pour laquelle elle, de toutes les personnes, avait été tenue dans l'ignorance. Ce qui suivit n'était pas seulement une dispute royale. C'était un moment profondément humain entre des frères et sœurs liés par le devoir, divisés par la vérité. Anne entama cette conversation avec un feu rare dans la voix. Pendant des décennies, elle avait été le pilier silencieux de Charles, loyal, pragmatique et inébranlable. Mais la lettre avait brisé ses fondations. Elle le confronta avec une émotion brute, exigeant de savoir pourquoi il avait pris une mesure aussi monumentale sans impliquer ses plus proches confidents. Ces mots portaient à la fois la fureur et le chagrin, coupant à travers les formalités royales habituelles comme une lame. Charles, qui s'attendait à ce que sa sœur réagisse avec son pragmatisme calme habituel, fut pris complètement au dépourvu. Il balbutia dans ses premières explications, visiblement mal préparé à la force de ses accusations, et l'accusa non seulement de secret, mais aussi de trahison. Elle lui rappela que leur lien avait été bâti sur la confiance, forgé par des décennies de devoirs partagés, de positions côte à côte à travers les scandales, les pertes et les tempêtes politiques. Prendre une décision aussi importante seule et la cacher était, à ses yeux, une violation impardonnable. Sa voix s'éleva à chaque phrase. La princesse, normalement réservée, laissant échapper des années de frustration refoulées d'une manière qui laissa Charles visiblement ébranlé. Charles tenta de s'expliquer, mais ses justifications ne firent qu'approfondir la tension. Il parla avec hésitation du poids insupportable qu'il portait, des pressions des attentes, de la peur de laisser le monde voir sa faiblesse et de l'examen constant qui faisait que la vulnérabilité ressemblait à un crime. Il confessa que son silence n'était pas destiné à être une trahison, mais une protection pour elle, pour la famille, pour l'institution. Pourtant, alors que ces mots se bousculaient, Anne vit non seulement un roi, mais un frère acculé par ses propres choix. Alors que la confrontation s'intensifiait, Camilla tenta d'intervenir, intervenant avec des phrases calmes, destinées à désamorcer la situation. Mais sa présence ne fit qu'enflammer davantage Anne. Elle considéra l'implication de Camilla comme une autre couche d'exclusion, un autre signe que des décisions étaient prises à huis clos, où elle, la plus fidèle défenseur de la famille, n'avait pas accès. La réponse tranchante d'Anne à Camilla montra clairement qu'il s'agissait d'une conversation entre frères et sœurs, et non entre courtisans. À l'extérieur de la chambre, les courtisans décrivirent l'atmosphère comme de la glace qui se fissurait sous la pression. Les murs qui avaient longtemps caché les émotions royales n'étaient pas à la hauteur de ce qui se déroulait à l'intérieur. Des voix fortes, des confessions émotionnelles et des accusations se mêlèrent d'une manière qui ébranla ceux qui écoutèrent de loin. Il ne s'agissait pas d'un échange diplomatique ou d'une session de stratégie calculée. C'était la collision de la vérité et du secret, de la loyauté et de la peur. Anne quitta cette réunion non pas avec une conclusion, mais avec le sentiment de savoir que ce qu'elle avait découvert n'était que la surface. Charles avait admis le fardeau émotionnel qu'il portait, mais ses vagues explications laissaient entrevoir quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était toujours pas prêt à partager pleinement. La lettre avait révélé une partie de la vérité, mais pas toute. Et Anne, bien qu'ébranlée, savait instinctivement que la confrontation était loin d'être terminée. Mais la confrontation n'était que le début. Bientôt, Anne allait apprendre toute l'étendue de la lutte cachée de Charles et la raison pour laquelle il avait choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Après des semaines de silence, Charles finit par parler. Ce qu'il révéla stupéfia Anne. Il ne s'agissait pas seulement d'un fardeau personnel. C'était une tempête politique enveloppée dans une tragédie humaine. Derrière les sourires publics et les cérémonies royales, Charles s'était battu contre une combinaison de santé défaillante, de regrets privés
et d'une décision qui pourrait modifier la monarchie à jamais. Ce n'était pas seulement une confession, c'était un moment de vérité qui brisa l'extérieur calme d'Anne. La conversation commença calmement, presque avec hésitation. Charles, qui avait passé des semaines à esquiver les questions et à porter la vérité sous une formalité polie, laissa finalement le poids glisser de ses épaules. Sa voix, habituellement mesurée et royale, trembla, alors qu'il admettait que sa santé se détériorait depuis des mois. Il l'avait caché, non pas par méchanceté, mais par peur que la révélation ne suscite la panique, n'affaiblisse l'image de la couronne et ne transforme chaque engagement public en un spectacle de spéculation. Pour un homme élevé pour incarner le devoir avant tout, la vulnérabilité ressemblait à une trahison. Il confessa qu'il avait porté ce fardeau seul, ne faisant confiance à personne, pas même à sa sœur. La seule personne qui s'était toujours tenue à ses côtés sans faiblir, Anne, écoutait dans un silence stupéfait. Sa colère des rencontres précédentes céda lentement la place à quelque chose de plus profond, le chagrin. Alors que Charles parlait des cicatrices émotionnelles, des décisions royales passées, qui refaisaient surface comme de vieilles blessures rouvertes, il rappela les moments où la transparence s'était retournée contre lui, où les fissures de la monarchie étaient devenues des titres de journaux, et où la douleur privée de la famille avait été disséquée pour la consommation publique. Ces souvenirs ont façonné son instinct de se replier dans le silence, de cacher ses luttes derrière la façade de fer attendue d'un roi. La révélation était plus qu'une explication. C'était un démasquage d'années de peur, de regrets et de pression. Il parla ensuite des exigences implacables de ses conseillers. Selon lui, ils insistaient sur le fait que tout soupçon de faiblesse déstabiliserait l'institution. Chaque toux, chaque apparition manquée. Chaque regard fatigué était surveillé. Les conseillers l'exhortaient à persévérer, à maintenir les apparences à tout prix. Leur conseil était clair. Le roi ne doit pas faiblir aux yeux de la nation. Cette pression a transformé sa lutte privée en une cage suffocante, où le seul choix semblait être le silence. Mais la révélation la plus choquante est survenue lorsque Charles a admis avoir pris une décision relative à la succession en secret, sans consulter Anne ni le reste de la famille. Il avait déjà pris des mesures pour remodeler l'avenir de la couronne. Une décision née à la fois de la peur et de l'urgence. Anne réalisa, avec le cœur lourd, que l'isolement de son frère n'était pas seulement émotionnel. Il s'était activement éloigné de tout le monde, prenant des décisions seul, tout en portant le poids insupportable de sa couronne. Le lien fraternel qui avait résisté à des décennies de tempêtes royales a changé à ce moment-là. La confrontation a cédé la place à quelque chose de bien plus douloureux, la compassion. Anne vit le frère derrière la couronne, l'homme qui avait été lentement écrasé sous les attentes d'une nation. Son sang-froid se fissura, non pas de colère cette fois, mais de chagrin pour tout ce qu'il avait enduré en silence. Pour la première fois depuis des années, leur conversation ne portait pas sur le protocole ou la responsabilité. Elle portait sur la vérité, brute, humaine et profondément vulnérable. Mais alors qu'Anne digérait le poids émotionnel de sa révélation, une autre tempête se préparait. Une tempête qui impliquait Camilla, William et l'avenir de la couronne elle-même. Alors qu'Anne luttait contre la confession de Charles, le silence de Camilla se fit plus fort. Elle était au courant de ces luttes cachées depuis le début. Mais au lieu de rallier la famille, elle choisit de le protéger à sa manière en contrôlant l'information. Pour certains, c'était de la loyauté. Pour Anne, c'était de la trahison. Derrière les rideaux du palais, un jeu de pouvoir se déroulait avec Camilla, au centre d'une stratégie discrète mais calculée. Pendant des mois, Camilla avait été pleinement consciente de la détérioration de la santé de Charles et du tumulte émotionnel qu'il endurait. Elle s'était tenue à ses côtés pendant les nuits blanches, avait écouté ses peurs privées
et avait observé son déclin physique avec une inquiétude croissante. Pourtant, elle prit une décision consciente. Moins il y aurait de personnes au courant, plus la situation resterait gérable. Elle se convainquit que protéger la famille, même Anne, de la vérité était la seule façon de maintenir la stabilité. Mais ce silence n'était pas neutre. Il devint son outil, lui donnant un contrôle sans précédent sur le récit à l'intérieur du palais. L'information à l'intérieur des murs royaux est un pouvoir, et Camilla l'exerçait avec précision. Elle restreignait l'accès à Charles, décourageant subtilement les conversations qui pourraient déterrer la vérité. Les conseillers étaient soigneusement informés. Le personnel recevait des instructions discrètes. Et ceux qui posaient trop de questions voyaient leurs demandes réorientées ou rejetées. En limitant qui savait quoi, Camilla devint effectivement la gardienne de la réalité du roi aux yeux du public. Elle apparaissait calme et encourageante. À huis clos, elle façonnait le flux de connaissances comme une stratège défendant son territoire. Pour Anne, cette prise de conscience sonna comme une trahison personnelle. Elle avait passé sa vie aux côtés de Charles, naviguant dans les tempêtes publiques avec un sens commun du devoir. Apprendre que Camilla était au courant de tout, alors qu'elle restait dans l'ignorance, était humiliant. Ce n'était pas seulement le secret qui la piquait, c'était l'implication qu'on ne lui faisait pas confiance. Son rôle d'ancre de la famille avait été mis à l'écart par quelqu'un qui, à ses yeux, était motivé non pas par la loyauté familiale, mais par une détermination à consolider sa propre influence. Camilla, quant à elle, était pleinement consciente de la ligne dangereuse sur laquelle elle marchait. Elle craignait que si la vérité sur la santé de Charles et ses décisions internes était divulguée prématurément, la sympathie du public ne se tourne vers Anne, la sœur toujours loyale, la figure stoïque qui n'avait jamais cherché l'attention, mais qui commandait un immense respect. Camilla comprenait qu'une fois la sympathie alignée sur Anne, le contrôle du récit du palais pourrait lui échapper. C'est pourquoi elle resserra son emprise. Son silence était à la fois protecteur et autoconservateur. Inévitablement, Bohème, le palais commença à se fracturer. Discrètement, deux camps se formèrent. D'un côté, il y avait les loyalistes d'Anne, les hauts courtisans et le personnel qui croyait à la transparence et craignait que l'emprise étroite de Camilla sur l'information ne conduise à une crise de confiance. De l'autre côté, il y avait les loyalistes de Camilla, ceux qui croyaient que sa stratégie était nécessaire pour empêcher le chaos. Cette division tacite s'infiltra à tous les niveaux de l'institution, créant un courant sous-jacent de tension qui devint de jour en jour plus instable. William, pris entre ces deux forces, sentait la pression monter. Il était très conscient du vide de pouvoir croissant. La santé de son père, le contrôle de Camilla et l'influence grandissante d'Anne entraient en collision d'une manière qui pourrait remodeler la structure interne de la monarchie. Chaque décision, chaque conversation avait un poids politique. Son anxiété grandissait à mesure qu'il sentait que si cette division s'élargissait davantage, la monarchie elle-même pourrait être jetée dans un conflit interne différent de tout ce que l'ère moderne avait connu. Et juste au moment où les émotions étaient à leur point de rupture, un seul moment public a envoyé des ondes de choc à travers toute la nation. C'était censé être une apparition royale de routine. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où tout a changé. Alors que Charles apparaissait devant le public, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. Les caméras ont capturé un moment fugace mais indubitable. Une main tremblante, un regard distant et l'expression larmoyante d'Anne alors qu'elle se tenait à proximité. L'image s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant la spéculation, la sympathie et l'indignation. La lutte cachée n'était plus cachée. Pendant des mois, le palais avait travaillé sans relâche pour maintenir l'illusion de la normalité. Chaque événement public était chorégraphié avec précision.
Chaque geste pesait pour renforcer la stabilité. Mais ce jour-là, aucune planification minutieuse ne pouvait masquer ce qui se déroulait devant le monde. Charles, visiblement affaibli, s'efforça de suivre le rythme des attentes placées en lui. Sa main trembla très légèrement, son expression autrefois confiante, obscurcie par le poids de ce qui avait été gardé secret. C'était un moment mesuré en secondes, mais son impact a été sismique. La réaction d'Anne a raconté l'histoire avant même que les gros titres ne le fassent. Se tenant à proximité, elle essaya de maintenir son sang-froid habituel, mais ses yeux la trahirent. Les témoins ont décrit l'éclat indubitable des larmes, ni théâtral ni exagéré, mais brut et incontrôlé. Pour une femme connue pour sa détermination de fer, cette fissure publique dans son armure émotionnelle était sans précédent. C'était comme si, pour la première fois, le public pouvait voir le prix que le fardeau caché de Charles avait fait payer à ses proches. Les médias ont agi à la vitesse de l'éclair. En quelques heures, le moment dominait les premières pages et les émissions. Les commentateurs ont disséqué chaque seconde de séquence, spéculant sur la santé de Charles, l'état émotionnel de la famille et ce que cela signifiait pour la stabilité de la monarchie. Des fragments de conversations divulgués de l'intérieur du palais n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Des chuchotements de préoccupations médicales, de débats sur la succession et de tensions internes ont commencé à circuler dans les principaux médias. L'histoire ne pouvait plus être contenue derrière les murs du palais. La vérité, ou du moins des bribes de celle-ci, avait commencé à s'échapper. Le sentiment du public a changé rapidement. L'image de l'expression larmoyante d'Anne l'a transformée en un symbole d'honnêteté et de force. Les partisans se sont ralliés autour d'elle, voyant dans sa réaction le reflet de leur propre malaise croissant. Elle est devenue l'encre émotionnelle d'un récit qui avait échappé au contrôle du palais. En revanche, le silence de Camilla, autrefois considéré comme stabilisateur, apparaissait désormais froid et calculé. Son refus de s'attaquer à la tempête croissante la faisait paraître distante, voire complice du fait de garder la vérité cachée. Ce qui avait été un silence stratégique est devenu un handicap du jour au lendemain. Au sein de la maison royale, William ressentit la pression comme jamais auparavant. Alors que le regard du public s'intensifiait, les questions sur l'avenir de la monarchie se faisaient plus fortes. Les conseillers se sont tournés vers lui pour obtenir des conseils. Les médias ont spéculé sur son rôle. Et dans les coulisses, des factions s'alignaient sur différentes visions de la voie à suivre pour la couronne. Pour William, il ne s'agissait plus d'une préoccupation lointaine concernant la succession. C'était une crise immédiate exigeant du leadership. La façade soigneusement entretenue s'était brisée, et aucune gestion de la presse ne pouvait la restaurer à son état d'origine. La monarchie se tenait maintenant exposée devant un monde qui l'observait. Ses fractures internes étaient mises à nu en un seul moment inoubliable. La pression atteignit son point d'ébullition et, au cœur du palais de Buckingham, une réunion d'urgence allait tout décider. Le palais n'avait pas connu une telle urgence depuis des décennies. Les principaux membres de la famille royale, les conseillers et les acteurs du pouvoir se sont réunis à huis clos pour un conseil d'urgence. La santé de Charles, ses décisions secrètes et la stabilité de la monarchie étaient toutes sur la table. Et Anne, encore émotivement à vif, s'est retrouvée en opposition directe avec la stratégie soigneusement élaborée de Camilla. William se tenait entre elles, déchiré entre la loyauté envers son père, le devoir envers la couronne et la pression écrasante d'un avenir incertain. L'air était lourd de tension alors que les personnalités clés se réunissaient pour affronter la réalité qu'ils avaient tous essayé d'éviter. Pendant des semaines, des chuchotements avaient circulé en privé. Maintenant, ces chuchotements avaient explosé en spéculation publique après le moment d'hésitation de Charles. La question n'était plus de savoir si la monarchie allait répondre, mais avec quelle rapidité
et quelle détermination elle pourrait le faire. L'ordre du jour était clair. Déterminer ce qu'il faut révéler, comment gérer la transition du pouvoir si nécessaire et comment protéger l'institution de la couronne de l'implosion. La discussion a commencé avec les conseillers. Leur principale préoccupation était l'optique, pas le sentiment, pas l'héritage, mais la stabilité. Ils ont averti que la divulgation complète de la détérioration de la santé de Charles pourrait déclencher une panique généralisée, ébranlant la confiance du public à un moment critique. Des déclarations soigneusement orchestrées, ont-ils soutenu, pourraient contenir le récit, mais seulement si toutes les personnes présentes dans la salle étaient unies. Anne s'est hérissée face à cette suggestion. Pour elle, le secret était précisément ce qui les avait conduits ici. Elle s'est demandé combien de temps le palais pourrait continuer à cacher la vérité alors que le monde avait déjà vu les fissures par lui-même. Sa voix portait la conviction de quelqu'un qui avait atteint son point de rupture. Camilla, assise en face d'elle, a défendu la stratégie qui avait défini les derniers mois du palais. Elle a insisté sur le fait que le maintien du contrôle de l'information était la seule façon de protéger la dignité de Charles et l'image publique de la monarchie. Mais Anne voyait les choses différemment. Elle a défié l'autorité de Camilla de front, l'accusant d'avoir mis de côté les voix de la famille et de centraliser le pouvoir par le silence. C'était la confrontation qui couvait depuis des mois. Finalement, elle a été mise au grand jour sous le regard impitoyable du conseil d'urgence. Au milieu de ces échanges vifs, Charles a fait un rare plaidoyer émotionnel. Bien que visiblement affaibli, il s'est adressé à la salle avec une détermination calme mais ferme. Il a imploré l'unité, non pas pour son propre bien seulement, mais pour le bien de la couronne. Il a admis avoir fait des erreurs, avoir gardé trop de choses à l'intérieur pendant trop longtemps, mais a plaidé pour que son héritage ne se termine pas dans la division. Ces mots ont momentanément désarmé la salle. Même Anne, encore en proie à la trahison, a ressenti le poids émotionnel de la vulnérabilité de son frère. Mais le tournant est survenu lorsque William a finalement pris la parole. Pendant la majeure partie de la réunion, il était resté silencieux, observant la lutte de pouvoir se dérouler devant lui. Maintenant, ces mots ont coupé la tension comme une lame. Il a reconnu à la fois l'appel d'Anne à la transparence et la poussée de Camilla pour le contrôle, et a recadré la conversation autour de la survie de la monarchie à l'ère moderne. Son discours était mesuré, émotionnel et politiquement aiguisé. Il a rappelé à chacun que les décisions qu'il prendrait dans cette salle résonneraient bien au-delà de leur propre vie. Pendant un bref instant, les factions se sont alignées sous sa voix ferme. La réunion s'est terminée par un décret royal choquant dans le contexte de confessions émotionnelles et de débats stratégiques. Une décision a été annoncée qui allait remodeler l'avenir immédiat de la monarchie. Bien que le libellé arrogant soit resté scellé à l'intérieur des murs du palais, les personnes présentes ont compris que la monarchie entrait en territoire inconnu. Des lignes avaient été tracées, des alliances testées et l'équilibre des pouvoirs subtilement modifié. Et dans les heures calmes qui ont suivi le conseil, Anne a pris une décision qui allait définir le prochain chapitre de la monarchie. Après toutes les révélations, les confrontations et les larmes, Anne s'est retirée dans une chambre privée. Là, loin des caméras et des courtisans, elle a fait une promesse silencieuse de protéger l'héritage de son frère, même si cela signifiait s'opposer au courant. Ses larmes n'étaient pas de défaite, mais de détermination. Les luttes cachées de Charles lui avaient brisé le cœur, mais elles avaient également éveillé une détermination farouche à protéger l'avenir de la couronne. Dans le calme de ce moment, Anne a commencé à analyser le tourbillon qui avait englouti la monarchie. La lettre, la confrontation, la confession, les manœuvres discrètes de Camilla, l'effondrement public et le conseil d'urgence explosif. Chaque événement avait enlevé une autre couche de la façade soigneusement construite de l'institution. Pour la plupart, le chaos était accablant, mais pour Anne,
il est devenu le creuset dans lequel sa détermination a été forgée. Elle avait passé toute sa vie à servir la couronne avec discipline et une force tranquille. Maintenant, elle comprenait que son rôle n'était plus simplement de soutien. Il devenait essentiel. Son esprit vagabonda vers leur enfance, vers les moments où elle et Charles étaient simplement des frères et sœurs, pas des symboles. Elle se souvint du poids qui avait toujours reposé plus lourdement sur ses épaules, même lorsqu'ils étaient enfants. L'attente qu'il dirige, qu'il incarne des siècles de tradition. Elle l'avait vu grandir dans ce rôle, sacrifiant sa liberté personnelle pour le devoir. Et maintenant, alors qu'il luttait sous l'immense pression de la couronne, elle voyait non pas un monarque en train de faiblir, mais un frère qu'elle avait toujours admiré, faisant face à son heure la plus vulnérable. Ses souvenirs ont aiguisé sa transformation émotionnelle. Le chagrin a cédé la place à quelque chose de plus acerbe et inflexible. Anne a compris que la tempête était loin d'être terminée. Le silence calculé de Camilla n'avait pas disparu. Il avait simplement été exposé. Les factions qui avaient commencé à se former au sein du palais couvaient toujours sous la surface. Leur loyauté divisée entre la transparence et le contrôle, et elle pouvait sentir que les conflits futurs avec le camp de Camilla étaient inévitables. Il y aurait des batailles discrètes sur les messages, sur l'accès, sur l'influence. Et bien qu'elle n'ait aucun intérêt pour les effets théâtraux, elle était prête à défendre sa position avec une force que peu pouvaient égaler. Son prochain geste était délibéré. Elle a rédigé une déclaration publique qui établissait un équilibre délicat entre l'honnêteté et le réconfort. Elle ne révélait ni trop de choses, ni ne passait sous silence le fait que la monarchie était à un tournant. Ses paroles mesurées et dignes ont stabilisé le récit juste assez pour calmer la nation, sans trahir les luttes privées de son frère. Ce faisant, Anne s'est positionnée comme l'ancre émotionnelle de la famille royale, un rôle qu'elle n'avait jamais publiquement revendiqué, mais qu'elle avait toujours incarné discrètement. En privé, cependant, elle savait que ce n'était que le début. Sa détermination n'était pas une question de victoire immédiate, mais de préservation à long terme. Elle observerait, elle attendrait, et le moment venu, elle agirait pour défendre à la fois l'héritage de Charles et l'institution elle-même. Il y avait un pouvoir tranquille dans son silence que ceux qui l'entouraient sous-estimaient à leurs risques et périls.